Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire, un nouveau webinaire proposé par la CCI Alsace-Eurométropole. Je suis Karim Jafour, pour ceux qui ne me connaissent pas, conseiller économie numérique à la CCI, et j'ai eu le plaisir d'organiser ce webinaire avec Thibaut Bernardin de l'agence Blueboat, Bonjour. également Cotad, qui se présentera plus en détail. Et aujourd'hui, on vous propose de parler de marketing de contenu, comment créer des contenus qui rapportent. Voilà. Alors, quelques informations pratiques. On va compter environ 30, 40, allez, 45 minutes max pour la présentation de Thibaut. Je vous demanderai de couper vos micros. Vous pouvez poser des questions par écrit dans un menu que vous avez qui s'appelle questions. Donc, vraiment, passez par là pour poser vos questions. Thibaut pourra y répondre au fur et à mesure de sa présentation. Je serai là pour l'assister, pour lui poser les questions. Il y répondra. On pourra ouvrir les micros également à la fin de son intervention. Vous pourrez poser vos questions par oral si vous le souhaitez. Pour information, la session est enregistrée et elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Vous serez informé par mail du lien. Enfin, je vous enverrai le lien par mail. Voilà pour les informations pratiques. Je vais laisser la parole à Thibaut. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci, merci Karim et la CCI pour l'invitation. Je vous propose aujourd'hui de parler de content marketing. Je ne sais pas si pour vous c'est un gros mot. L'idée c'est à l'issue de cette intervention, ce soit un peu plus clair pour vous et surtout que ça puisse vous apporter des éléments intéressants pour votre stratégie commerciale, votre stratégie marketing, que vous puissiez avoir des éléments concrets et applicables pour 2022. Alors rapidement, je vais me présenter, si j'arrive bien, je vois du direct. Voilà. Je m'appelle Thibaut Bernardin, je suis consultant en marketing digital. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le marketing avec une spécialité dans le web. Je suis passé par différents types d'entreprises en B2B, en B2C, différentes tailles, de la start-up au très grand groupe. Dans ma dernière expérience, je dirigeais le marketing et la communication chez Banque Populaire. Et aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté. Je suis passé du côté du conseil. Maintenant, j'accompagne des entreprises qui vont, pareil, de la start-up au grand groupe dans leur stratégie marketing orientée sur le web. Et je fais ça avec l'agence Blueboat qui existe depuis une quinzaine d'années à Mulhouse et maintenant à Strasbourg. Moi, je dirige l'agence ici à Strasbourg. On est à la Méno. Je suis également cofondateur d'un collectif de marketeurs et de communicants ici à Strasbourg qui s'appelle La Clique, où on retrouve des profils très variés qui vont du domaine public à la culture, en passant par les médias et les agences. L'idée, c'est vraiment de partager les bonnes pratiques et les expériences dans nos métiers entre professionnels. À côté de ça, je suis aussi blogueur à titre personnel sur un site qui s'appelle Cotad, cotad.com. Donc je suis un amoureux de Strasbourg, j'ai envie de le dire au monde entier. Donc je le fais à travers ce site où je fais découvrir ma ville, je fais aussi découvrir mes voyages, mes expériences à travers des articles et des photos. Et dernière casquette, je suis également intervenant en école à l'EM Strasbourg et à l'ECS, école de communication, où justement à l'ECS, je fais un cours de content marketing. Donc l'idée ce matin, c'est pas de vous faire un cours complet en 8 heures sur le content marketing, mais vraiment de vous donner les principales clés de ce type de marketing. Et globalement, moi, mon métier, c'est pour ça que le content marketing va être très intéressant. Enfin, pourquoi je voulais vous parler de ça et pourquoi ça pourrait vous intéresser, pourquoi ça pourrait vous intéresser. Moi, finalement, mon métier au quotidien auprès des dirigeants d'entreprise ou des dirigeants marketing, c'est de les aider à gagner de l'argent durablement grâce au web. Et pour cela, le content marketing est un des leviers que je privilégie, qui est très intéressant, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, avec un peu de théorie et beaucoup de pratique. On y va?
Je vous emmène un peu, je vous parlais de voyage et je vous emmène en voyage. Il fait tout gris aujourd'hui à Strasbourg, donc je vous emmène sur une très très belle île paradisiaque avec des eaux turquoises. Ça, bien souvent, c'est comme ça qu'on accueille nos clients au début. Ils ont investi dans un site internet qui est magnifique. Il est superbe. Euh, Ils en sont très très fiers. Le seul souci, c'est qu'il n'y a personne qui vient dessus et que dans leurs objectifs business, leur site internet ne leur sert à rien. Et donc bien souvent, quand on arrive à échanger ensemble, euh, on est presque dans cet appel à l'aide de se dire, bah voilà, j'ai investi souvent très cher dans un beau site internet, mais par contre les résultats ils sont pas là. Soit j'ai peu de contacts, soit j'en ai pas du tout, ou en tout cas je ne mesure pas une contribution dans mon business qui est importante. Donc là-dedans, on va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, comment ça a été fait. Et bien souvent, on se rend compte d'une chose, c'est que le site internet, ça va être une sorte d'étagère. On a fait un superbe contenant. Par contre, on a oublié de le remplir, de le mettre avec des choses qui vont être intéressantes. Et c'est là une stratégie de content marketing est très très importante. Parce que c'est pas le tout d'avoir juste des outils, des canaux de communication. Le tout, c'est d'avoir des choses à dire aussi et à alimenter ces canaux. N'hésitez pas s'il y a des questions, si vous avez des questions, à les poser déjà maintenant. Je vais essayer de les prendre aussi au fil de l'eau. Donc voilà, on en était sur un site où il y a pas grand monde. Je vous donne deux exemples. Voilà deux entreprises. Les deux s'adressent à des cibles professionnelles, donc à du B2B. Le premier exemple, celui du haut, c'est une entreprise qui n'utilise pas de content marketing, en tout cas qui n'a pas de stratégie de content marketing. Son principal levier d'acquisition, donc comment est-ce qu'elle attire des visiteurs sur son site internet, elle le fait avec de la publicité. Elle fait du Google Ads, donc elle achète des mots-clés sur Google. Donc on voit, hein, ça amène du trafic intéressant sur son site. Par contre, on voit tout de suite un effet pervers, c'est l'achat publicitaire. C'est super pour avoir des résultats tout de suite. Par contre, c'est comme un robinet, quand on commence à le fermer, il n'y a plus rien qui arrive, il n'y a plus de débit. Et on le voit là, vous avez un gros creux au milieu. Il se passe plus rien, il n'y a plus de trafic sur le site à partir du moment où ils arrêtent les investissements publicitaires. Et encore là, ils font de l'investissement publicitaire. S'ils ne le faisaient pas ou s'ils ne le font plus, il n'y a quasiment plus de trafic sur leur site internet. En dessous, vous avez un autre exemple, toujours dans du B2B, d'une entreprise qui a investi dans une stratégie de content marketing. Et là, c'est exclusivement dans une stratégie de content marketing. Il n'y a pas de renfort de levier d'acquisition payant comme on vient de voir sur du Google Ads. Alors, on voit que le démarrage est un peu lent. Ça met un peu de temps à se mettre en place. Par contre, on commence à mesurer des effets sur du long terme. Donc là, on est sur du trafic sur le site web et on pourrait faire le même graphique avec une corrélation sur le chiffre d'affaires. Puisque là, il y a une contribution qui est très, très directe dans les deux cas. Ou en tout cas, on voit sur le deuxième graphique que voilà, les investissements vont mettre un peu de temps. On est sur une échelle de les premiers effets commencent à se mesurer à partir de 6 mois. Par contre, ce qu'on constate, c'est que ils progressent régulièrement et surtout, ils se font dans la durée. Alors même si une stratégie, normalement, on l'arrête pas comme ça du jour au lendemain, mais typiquement dans le deuxième cas, on peut arrêter les investissements et ça continue encore à rapporter du trafic et à rapporter, là c'est des contacts commerciaux, donc à rapporter du business. Donc voilà, en tout cas par l'exemple, à quoi peut servir une stratégie de content marketing. L'idée, c'est pas de vous dire il faut faire tout l'un ou tout l'autre. L'idéal dans une stratégie marketing, c'est de mixer les leviers. Par contre, c'est pas toujours possible de pouvoir tout faire. Donc parfois il faut arbitrer. Je pense qu'une stratégie de content marketing est un bon investissement au départ. Il faut le faire le plus tôt possible et ensuite de venir le compléter avec des leviers qui vont permettre d'avoir une acquisition plus rapide. Ok. Maintenant, concrètement, le content marketing, c'est quoi? Alors, vous entendrez aussi parler de marketing de contenu.
Le content marketing, c'est une approche marketing stratégique. On est vraiment dans de la stratégie qui consiste à créer et promouvoir des contenus, différents contenus, dans le but d'attirer et de convertir du trafic. Là-dessus, on est principalement sur de l'organique. J'utilise le terme organique par opposition à du payant, de faire du Facebook Ads, du Google Ads, etc. Là-dedans, on le voit, c'est un véritable levier marketing qu'on a dans notre panoplie de marketeurs, dans notre boîte à outils qu'on va pouvoir utiliser. Et là-dedans, il y a une notion de création et de promotion et autour d'une cible. La notion de cible, de personne, va être primordiale dans cette stratégie. Et on va y revenir un peu plus tard quand on va regarder comment construire une stratégie de content marketing. En tout cas, bon, ça c'est on va dire une grande définition. Euh, Si vous devez retenir une phrase qui doit résumer la philosophie du content marketing, c'est d'être intéressant avant d'être intéressé. Dans une stratégie de content marketing, on ne cherche pas à mettre en avant sa marque, on ne cherche pas à se mettre en avant soi, on cherche d'abord à s'adresser au public qui nous intéresse. On cherche à apporter quelque chose d'intéressant, à apporter de la valeur, une valeur ajoutée à la cible qui nous intéresse. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas intéressé, qu'on n'attend pas quelque chose de la cible. Souvent, on attend qu'elle vienne dans notre boutique, qu'elle vienne sur notre site internet, qu'elle donne ses contacts commerciaux pour être recontactée, qu'elle achète nos produits ou nos services. Donc, il y a un intérêt. Par contre, avant tout, on cherche déjà à apporter de la valeur à la cible à laquelle s'adresse. C'est là où on est vraiment dans une opposition dans le concept avec la publicité, où la publicité, elle est clairement de vendre. Elle n'est pas du tout d'apporter quelque chose d'intéressant à notre cible. Donc voilà, s'il y a une phrase que vous devez retenir, c'est celle-là, être intéressant avant d'être intéressé. Et gardez vraiment cette phrase à l'esprit quand vous commencez à produire du contenu dans votre stratégie de content marketing. Je vous fais un rapide topo, enfin un rapide retour sur l'histoire du content marketing. L'idée, pareil, c'est pas de rentrer dans le détail, mais c'est juste de voir la philosophie. Le premier cas de content marketing, on le retrouve chez John Deere. John Deere, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fabricant de tracteurs. On est à la fin du 19e siècle. Il faut se dire que l'agriculture est en train de se mécaniser. On est au tout début de la mécanisation de l'agriculture. Il y a un fabricant de tracteurs et en face des agriculteurs qui ne voient pas vraiment à quoi peut servir un tracteur dans leur quotidien. Ils ont besoin d'être guidés. John Deere a la bonne idée de lancer un magazine qui s'appelle The Furrow. En anglais, ça veut dire le sillon. Et en fait, à travers ce magazine, ils en font un guide pratique pour les agriculteurs pour leur donner des clés sur comment améliorer l'exploitation de leur terre, comment est-ce qu'ils peuvent mieux labourer leurs champs, comment est-ce qu'ils peuvent mieux récolter. Et donc, ils vont le faire à travers un magazine. Et on commence à toucher un peu du doigt le principe du content marketing, où là, John Deere, à travers cette initiative, va donner des infos très pratiques, très utiles, qui peuvent se faire avec un produit John Deere ou avec n'importe quel autre produit d'un concurrent. Par contre, c'est John Deere qui le dit. Et c'est John Deere qui va gagner du crédit, qui va gagner une légitimité et une expertise sur le sujet. On avance un petit peu dans le temps. 5 ans plus tard, on arrive chez Michelin. Michelin, qui est un fabricant de pneus, de pneumatiques. On est pareil au début de l'automobile. Et là, on a des voitures, on ne sait pas trop quoi en faire. Ça coûte très très cher. Et par contre, dans le business model d'une entreprise comme Michelin, pour vendre du pneu, il faut que les voitures soient utilisées. Donc l'idée de Michelin à ce moment-là, c'est de lancer des guides, les guides Michelin que on connaît à peu près tous, et c'est de donner des opportunités de voyage finalement aux automobilistes, et de leur dire, voilà, il y a plein de choses à découvrir, prenez votre voiture, allez les découvrir, et puis derrière, on voit le côté intéressé de Michelin, et à dire, pendant qu'ils utilisent leur voiture, ils utilisent aussi des pneus, et donc on va pouvoir les vendre. On fait un bond dans le temps de 100 ans, et là, c'est la première fois en 2001 qu'on entend parler du terme de content marketing. C'est une agence américaine qui en parle pour la première fois. Et cette filière va se structurer jusqu'à la création du Content Marketing Institute, qui est là pour poser un cadre
alimenter aussi, structurer les professionnels et les pratiques du content marketing. Donc notamment le petit bout de définition que j'ai pu vous donner tout à l'heure est issu du Content Marketing Institute. Voilà dans les grands principes. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans la pratique et de regarder quelques cas comme ça d'entreprises qui font du content marketing. Et vous en faites très, très probablement. Il y a plus de 90% des entreprises qui font du content marketing, très souvent sans le savoir. Et le souci, c'est que si on ne le sait pas, c'est que souvent, on le fait pas très bien. Donc l'idée, c'est surtout d'avoir quelque chose de cohérent. Là, je vais vous donner des exemples intéressants d'entreprises qui font du content marketing dans des domaines très, très variés. Pour la plupart qui sont, j'ai essayé de trouver des exemples dans l'Eurométropole, donc sûrement des cas qui vont vous parler, sûrement des gens que vous connaissez et avec qui vous allez pouvoir aussi interagir. Le premier cas que je voulais vous présenter, c'est Epopia. Je ne sais pas si vous connaissez Epopia, start-up strasbourgeoise, qui veut faire lire nos enfants, et à travers ça, elle le fait à travers une relation épistolaire. L'idée, c'est d'envoyer des courriers, que l'enfant puisse créer et raconter une histoire dans laquelle il est le principal héros. Et il va le faire à travers des courriers. Donc, il reçoit un courrier, il répond à ce courrier, et ainsi de suite, dans un jeu de relations épistolaires, il va créer son histoire. Epopia, pour se faire connaître, va chercher à s'adresser à des parents d'enfants qui sont en âge de lire et d'écrire. Et là-dedans, il y a plein de façons. Ils peuvent y aller directement en frontal avec leurs produits, essayer de leur dire Epopia, voilà ce que c'est génial, abonnez-vous, etc. Simplement, ils cherchent aussi à apporter de la valeur, à être aux côtés des parents, de montrer que il nous comprend, et, Epopia nous comprend. Et moi, j'ai une petite fille qui a 7 ans, qui en plus, vous voyez le sapin derrière moi, c'est Noël. Elle vient de participer à une aventure avec Epopia justement sur le thème de Noël. Elle était très très contente. Mais là, l'idée, en tout cas, par rapport à cette cible et à du content marketing, on va prendre le cas. Je vais essayer de partager. Il faut juste que je change d'écran. Hop. Voilà. Normalement, si vous voyez toujours mon écran, je vais faire comme beaucoup de parents, c'est qu'à un moment, arrivent les vacances scolaires ou arrive le mercredi ou le week-end et je cherche des activités à faire avec un enfant de 7 ans. Alors ça peut être sur n'importe quel autre âge, mais voilà, moi je vais chercher une activité à faire avec ma fille de 7 ans. Comme beaucoup d'internautes, je vais poser la question à Google d'abord et je vais regarder des résultats, ce qu'il va me proposer. Donc, il y a des sites incontournables, style Naître et Grandir, et à un moment, j'arrive et là, j'ai Epopia qui me propose des activités à faire avec mon enfant. Donc, je vais cliquer dessus et là, j'arrive sur le site d'Epopia, alors plus particulièrement sur le blog. Et c'est là qu'on voit le content marketing commence très très souvent à travers un blog. Donc là-dedans, en tant que parent, j'ai Epopia qui me donne voilà, des éléments, des idées de bricolage, des idées d'activités que je peux faire avec ma fille. Et ce qui est malin là-dedans, c'est un moment, Epopia me propose, ici vous le voyez, de m'envoyer des idées de bricolage, etc. Là-dedans, la démarche, on voit, elle n'est pas inintéressée, c'est que je vais donner mon adresse mail, je vais préciser si je suis un particulier ou un enseignant. Là, vous voyez très clairement les deux cibles que cherche à adresser Epopia, et je vais télécharger. En échange de ça, moi, j'ai reçu des ressources gratuites, et Epopia a reçu mes coordonnées. Et derrière, ils vont pouvoir entretenir une relation et me dire, voilà, voilà ce qu'on propose, on a une aventure, par exemple, spéciale pour Noël, etc. Et là-dedans, en tout cas, moi, c'est ma première expérience avec la marque Epopia. Je viens de découvrir que ils ont l'air d'être pertinents pour proposer des activités intéressantes à mes enfants. Vous pouvez regarder sur Epopia, c'est un des meilleurs cas de content marketing, de pratique du content marketing sur différents types de contenus. Vous allez retrouver Epopia sur les médias sociaux. Vous allez retrouver notamment Epopia sur Pinterest s'il y en a qui utilisent ce média social-là.
Vous allez avoir plein d'idées d'activités et vous allez retrouver des fiches pédagogiques pour des enseignants, des bricolages à faire pour des enfants, etc., etc. Et tout ça, finalement, va être dans un but, c'est que les parents découvrent Epopia et, in fine, abonnent leurs enfants aux aventures. Vous voyez que d'abord, ils nous ont apporté de la valeur ajoutée. Je repasse. Deuxième cas que je voulais vous présenter. On est en pleine période de Noël, c'est difficile de ne pas parler de nos célèbres bredele. Et là-dedans, il y a une petite boutique qui est dans le nord de l'Alsace, qui s'appelle Bredele Boutique, que je salue au passage. Donc ils ont une boutique en ligne, ils ont une boutique physique. Et en plus, pour la petite histoire, c'est assez marrant dans leur cheminement, c'est qu'ils sont d'abord passés de la boutique en ligne avant d'ouvrir une boutique physique dans le nord de Strasbourg. Et vous pouvez acheter tout le matériel nécessaire pour faire nos petits gâteaux de Noël, que ce soit les emporte-pièces, des moules, etc., etc. Maintenant, qui dit matériel pour faire des petits gâteaux de Noël, dit faire des petits gâteaux de Noël. C'est pas le tout de les avoir si je ne sais pas comment les faire, etc. Et là, on va s'adresser, tout le monde n'a pas la chance de vivre ou d'avoir grandi en Alsace, de le faire de génération en génération. Donc, j'ai expérimenté des petits gâteaux lors d'une venue au marché de Noël à Strasbourg ou à Colmar. Maintenant, je voudrais les faire chez moi en rentrant en Bretagne ou en Normandie. Comment je vais faire? Et bien là, Bredele Boutique propose des recettes. En fait, ils ont un site qui est dédié. Vous allez retrouver tout plein de recettes de petits gâteaux. On va aller voir tout de suite. Hop. Voilà, donc vous allez sur bredele.fr et puis là, vous avez des idées de recettes. Vous pouvez retrouver aux écorces d'orange, des bredele de Noël au chocolat, à la framboise surgelée, etc. Et là, vous avez un format, là j'ai de la pub, comme j'ai pas, voilà. Vous allez retrouver le format classique d'une recette, avec tous les conseils pratiques, etc. que Aude va partager sur ses médias sociaux. Donc, vous allez retrouver régulièrement, elle partage des idées sur Twitter, sur Facebook, etc. Elle va aussi partager sur Instagram, où là, ça va être, on va rentrer par l'angle de la photo, du visuel, où elle a préparé des petits gâteaux, où elle est en train de les préparer, elle les prend en photo et elle donne envie. Elle donne envie d'en manger. En plus, là, c'est un cas. Je suis désolé, il est 11h23. Je vais vous donner faim. Vous allez avoir envie d'en manger. Mais voilà, elle donne envie. Puis derrière, l'idée, c'est qu'on ait envie d'en préparer soi-même et que derrière, on utilise le matériel que Bredel Boutique peut vendre en ligne ou en boutique. Troisième cas que je veux, hop, c'est le switch entre les écrans. Voilà. Je vous ai donné un exemple d'une startup qui propose un service en ligne. Je vous ai donné un exemple d'un commerçant qui est aussi e-commerçant. Dans les différents exemples, je vais vous montrer qu'on peut le faire à travers, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le type d'entreprise que vous êtes, vous pouvez utiliser du content marketing. Là, l'exemple que vous avez à l'écran, c'est un plombier. Et c'est un plombier, c'est super intéressant parce que c'est quelqu'un qui venait, qui a eu une formation de plombier, qui a commencé à travailler dans le domaine, et lui, il a commencé à se spécialiser, à le faire sur Internet. Alors, il s'est fait une boutique en ligne où il vend du matériel pour changer sa chasse d'eau. Donc oui, on aura parlé de biscuits, on parlera aussi de chasse d'eau là-dedans, mais très clairement, il s'adresse à une cible, à tous ces bricoleurs du dimanche dont je fais partie, où on se retrouve, ma chasse d'eau fuit. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux m'adresser à un plombier, mais j'ai peut-être aussi envie de le faire, ça va me coûter moins cher, mais simplement j'ai besoin d'être guidé pas à pas. Et là, moi justement, c'est un cas qui m'est arrivé cette année où je cherchais une pièce en particulier et ce plombier l'a proposé sur sa boutique en ligne. Simplement, il ne faisait pas juste vendre la pièce. Derrière, il y a tout un tuto en vidéo. On va y arriver. Hop.
Voilà, donc il va vous accompagner par votre marque. Donc moi, c'était un modèle Siamp que je recherchais. Je retrouve toutes les pièces pour l'acheter, etc. Et puis à un moment, j'ai des conseils sur comment choisir, etc. Et surtout, j'ai ce bloc-là qui est super intéressant. Et c'est ça qui va faire toute la différence par rapport à un site en ligne, par rapport à une boutique en ligne très classique. C'est que j'ai ce plombier, Stan, qui va m'accompagner pas après pas pour changer avec des vidéos qui sont hyper qualitatives. Et il va donc me montrer en même temps comment changer mon robinet. Et lui, son positionnement est intéressant aussi parce que ben derrière, si on n'y arrive pas tout seul comme des grands, si on est bloqué et si la vidéo ne suffit pas, on peut avoir un appel, donc il va faire du dépannage à distance et il va nous aider à le changer si on a quelque chose de plus compliqué. Mais vous voyez que bah, il n'y a pas de ce type de pratique peut s'appliquer à différents métiers, même à celui de plombier. Je reviens sur un autre cas. Là, on est dans du B2B. Je vous emmène dans le domaine des ressources humaines sur une entreprise agnovienne. OneRH, leur positionnement, c'est des RH à temps partagé. Donc là, ils s'adressent à des entreprises, à des dirigeants d'entreprises qui ont besoin de compétences en renfort. Alors, soit ils ont déjà des profils RH en interne, ils ont besoin d'un renfort temporaire ou sur un sujet bien précis, ou alors ils n'ont pas de ressources en RH dans les équipes, et là ils ont besoin d'un spécialiste en ressources humaines qui va venir les accompagner. À côté de ça, ils ont aussi besoin de pouvoir recruter des professionnels des RH qui veulent accompagner des dirigeants et des DRH dans leur quotidien. Donc là-dedans, ils ont mis en place une stratégie de content marketing à travers notamment un blog où ils vont apporter des informations très pratiques à leurs cibles, à des dirigeants, à des professionnels des ressources humaines. Et puis, notamment pour recruter des professionnels pour venir travailler à temps partagé, ils ont un site, hein, enfin, ils ont un article sur leur blog qui, on le voit, hein, s'intitule Comment devenir RH à temps partagé. Donc, si on se met à la place d'un professionnel RH qui ne veut plus travailler en entreprise, qui a envie de se relancer, enfin de faire autre chose, va commencer à s'interroger sur comment est-ce que je peux devenir RH à temps partagé. On revient, hein, comme avec Epopia, souvent Google, c'est la porte d'entrée. Je vais taper RH à temps partagé. Et puis là, le premier résultat qui va venir, ça va être OneRH qui va proposer à travers son blog tout un article sur comment devenir RH à temps partagé. Et là, c'est intéressant parce que c'est la dirigeante, c'est l'une des cofondatrices de OneRH, Nathalie, qui va partager son expérience et qui, on le voit là, il y a un côté très désintéressé, en tout cas intéressant, avant d'être intéressé dans sa démarche, qui est, voilà, moi, je veux partager mon expérience de comment je suis arrivé et comment j'ai été RH à temps partagé. Et là-dedans, pour eux, c'est le principal moyen finalement pour recruter des professionnels en temps partagé. Dernier exemple que je voulais vous montrer, donc on a vu du B2C, du B2B. Souvent on me pose la question, notamment dans les cours, oui, mais là on a une orientation très très business, générer du chiffre d'affaires, des contacts commerciaux. Est-ce que du content marketing s'applique aussi à des acteurs du domaine public? Oui, puisque derrière, ils ont aussi des objectifs. Alors, c'est pas forcément des services qu'ils vont monétiser, qu'ils vont chercher à vendre, mais ça va être un service qui veulent rendre, un service public qu'ils veulent rendre, que ce soit à un citoyen, que ce soit à un usager, un administré, etc. Donc, l'exemple que je voulais vous montrer, c'est l'exemple de l'assurance maladie, de la CPM du Bas-Rhin, qui a mis en place aussi un site internet pour les professionnels de santé, pour les travailleurs sociaux, pardon, donc, ils ont un blog spécifique pour les travailleurs sociaux où ils vont apporter des réponses à des problématiques très spécifiques du style comment faire une demande de complémentaire santé solidaire. Et donc, par rapport à cette demande, le professionnel, le travailleur social, euh, va arriver sur un site qui va lui expliquer. Alors, j'ai perdu ma ressource là-dessus.
Mais si on va par exemple sur un dossier, on va essayer de le retrouver. Voilà, on a un article là-dessus sur comment faire une demande de complémentaire santé. On va m'expliquer un peu les grands principes. On parle notamment d'un formulaire S3711. Donc là, on est complètement dans du jargon administratif. Simplement, on ne me laisse pas juste avec mon formulaire S3711. On m'explique comment le remplir, ce formulaire. On m'explique aussi comment le télécharger. Donc, on me guide pas à pas pour que finalement, cette démarche, je sois capable, je sois en mesure de le faire tout seul comme un grand. Donc, là, on voit aussi que il y a un côté, on cherche pas forcément à vendre quelque chose, mais on cherche à faire une action à notre cible. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces premiers cas ou par rapport à ces grands principes du content marketing? Pas de questions particulières. Je crois que vous avez la Non, possibilité. a priori, il n'y a pas de question, hein. Je suis ça de près, mais a Je crois priori, que vous avez la possibilité de voir, vous avez en bas, enfin sur la droite, dans le GoToWebinar, vous avez un petit module qui vous permet de poser les questions. Et Karim les scrute avec beaucoup de vigilance. Donc, je vous propose de continuer de dérouler. Donc, on a vu quelques exemples. Maintenant, vous allez me dire, c'est très bien, c'est très bien ce qu'ils font. Maintenant, comment moi, dans mon activité, dans mon entreprise, je pourrais faire du content marketing? Sans forcément en faire une usine à gaz. Vraiment, je crois qu'il y a un mot-clé, un mot d'ordre qui doit pouvoir vous guider là-dedans, c'est de faire simple, c'est commencer. Commencez, allez-y, améliorez les choses. Faites-vous aider si vous en avez l'envie, les moyens, ou en tout cas si vous êtes un peu perdu. Mais allez-y, vous allez voir que ça va être très bénéfique pour votre activité. Alors, je vais vous donner cinq étapes pour construire votre stratégie de content marketing. Et la première étape, elle est très très importante, c'est que d'abord, dans votre stratégie commerciale, dans votre stratégie marketing, vous devez savoir pourquoi vous avez besoin de le faire. Vous avez besoin de définir votre objectif. J'ai une maxime qui m'accompagne souvent, c'est objectif flou, connerie précise. Je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises qui font du content marketing sans vraiment le savoir. Et derrière, comme elles sont pas dans une démarche de stratégie et souvent elles n'ont pas fixé un objectif au démarrage, et bah derrière elles vont dire bah ouais, mais moi j'ai déjà un blog, je fais déjà des articles, je fais déjà du contenu, mais ça me rapporte rien. J'ai pas plus de trafic, j'ai pas plus de contacts commerciaux, j'ai déjà une page Facebook, je publie des contenus régulièrement, mais il se passe rien, j'ai rien dessus. Parce que derrière, finalement, avant de se lancer dans une stratégie de production de contenu, vous vous êtes pas forcément posé les bonnes questions. Donc déjà, la première question que vous devez vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Est-ce que c'est pour développer votre notoriété? Est-ce que c'est pour montrer votre expertise? Est-ce que c'est pour gagner de la visibilité sur Internet et plus particulièrement sur Google? Est-ce que vous voulez avoir un peu plus de trafic aussi sur votre site? Est-ce que vous voulez une orientation beaucoup plus business avec de la génération de prospects? Vous voulez des prospects? Vous voulez générer des contacts commerciaux? Ou est-ce que vous voulez directement booster vos ventes? Là-dedans, vous avez quelques chiffres intéressants pour les professionnels du marketing. Là orienté B2B, voilà les principaux objectifs qui se fixent quand ils se lancent dans une stratégie de content marketing. Voilà, alors c'est en anglais, donc pour ceux qui ne parlent pas forcément anglais, on voit que le premier objectif, c'est de développer la notoriété. Deuxième objectif, c'est de générer des leads commerciaux. Troisième objectif, c'est de générer de l'engagement avec une cible, et je pense notamment là sur les médias sociaux. Et puis on a une finalité aussi de vente, hein, de sales directement. Donc voilà, grosso modo. Donc, interrogez-vous d'abord, pourquoi est-ce que vous lanceriez, quelle est la problématique que vous cherchez déjà vous à résoudre d'un point de vue business? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? On arrive ensuite à la deuxième question que vous devez vous poser dans une stratégie content marketing, c'est quelle est votre cible? Je vous le disais dans la définition, là, devez faire un contenu qui est intéressant pour votre cible, à condition de savoir déjà à qui vous cherchez à vous adresser. Et là, vous avez trois profils qui sont très très différents. Vous n'allez pas vous adresser de la même façon à une dirigeante d'entreprise, au bricoleur du dimanche que je suis, je vous racontais tout à l'heure, ou à la famille qui vient visiter notre belle ville de Strasbourg.
pour le marché de Noël. Alors bon, ils sont pas trop habillés là pour le marché de Noël, mais en tout cas pour visiter notre belle ville de Strasbourg. Voilà, vous n'allez pas vous adresser de la même façon par rapport à ces cibles. Donc, posez-vous déjà la question sur quelle est votre cible prioritaire, à qui vous cherchez à vous adresser en priorité, celle qui vous intéresse le plus aussi, celle qui vous rapporte le plus, théoriquement aussi. Alors, vous pouvez avoir plusieurs types de cibles, hein. Vous pouvez avoir, par exemple, vous êtes un professionnel du tourisme, vous allez probablement vous intéresser à des Strasbourgeois qui vont plutôt qui cherchent des activités à faire localement le week-end ou pendant les vacances. Vous allez aussi vous intéresser à des touristes, à des gens qui ne viennent pas de la région et qui vont venir découvrir Strasbourg pour la première fois. Euh, Par exemple, si vous adressez à des bricoleurs, ben, vous pouvez avoir différents niveaux d'expertise entre un bricoleur du dimanche qui est déjà expérimenté, qui a l'habitude de bricoler, de la personne qui va prendre un tournevis pour la toute première fois. Et là, vous allez voir que vos niveaux de langage ne va pas du tout être le même. Donc là-dedans, vous avez plein d'outils. Alors, interrogez-vous déjà, vous avez cette intuition, cette pratique du marché qui vous permet de dire qui est votre cible principale. Sur Internet, vous avez aussi des éléments qui vous permettent d'alimenter votre réflexion. Notamment, ben, vous pouvez regarder les statistiques de votre site Internet. Vous avez des outils comme Google Analytics qui vont vous permettre d'identifier votre audience, d'où viennent les internautes, quelle est leur typologie, est-ce qu'ils viennent depuis un mobile, depuis un ordinateur, quelle expression leur a permis de venir sur votre site Internet. Voilà, vous commencez déjà à pouvoir identifier votre cible. Troisième question que vous devez vous poser, c'est une fois que vous avez identifié votre cible, vous devez vous devez vous mettre à sa place, vous mettre dans sa peau et essayer de réfléchir quel est son besoin et quel est le besoin qui l'amènerait vers vous. Euh, donc là-dedans, bah, il peut y avoir une approche très simple d'échanger avec votre cible si vous en avez la possibilité. Vous avez un point de vente, vous pouvez discuter un petit peu comment est-ce que vous nous avez trouvé, pourquoi est-ce que vous venez visiter Strasbourg, est-ce que vous êtes déjà venu plusieurs fois, etc. Voilà, vous allez avoir des besoins qui seront assez vite révélés. Après, vous avez aussi sur Internet des moyens de le savoir. Vous avez des outils qui vont permettre de vous aider. Je rentre pas là dans des outils hyper spécialistes, mais vous pouvez déjà rien que utiliser Google. Et là, Google, bah, c'est surtout c'est pas tant un moteur de recherche, c'est surtout un moteur de réponse. Les internautes vont poser plein de questions à Google et Google va chercher à apporter la réponse la plus pertinente. Là-dedans, vous avez un outil qui s'appelle Google Suggest. Quand vous commencez à taper une requête dans Google, Google vous fait des suggestions, et notamment dans les résultats de recherche, à un moment, vous avez là des questions sur autres questions posées, ça va être des questions connexes, et là vous commencez à voir un petit peu, bah tiens, celui qui cherche à réparer sa chasse d'eau, qu'est-ce qu'il peut aussi se poser comme question similaire. Donc là, on voit par exemple sur de la chasse d'eau qui coule en continu, réparer une chasse d'eau de WC. On a des questions sur le fonctionnement d'un mécanisme de chasse d'eau. Voilà. Donc, utilisez des outils comme ça pour vous permettre de comprendre c'est quoi le besoin, la recherche. Après, il y a d'autres outils qui existent. On utilise, nous notamment, en tant que professionnels, un outil qui s'appelle SEMrush, qui va nous permettre de travailler sur du référencement naturel, donc comment apparaître dans les résultats de recherche de Google. Si on prend notre exemple de la boutique qui fait du matériel pour faire nos petits gâteaux de Noël, quand on regarde, ben, elles se positionnent, enfin, leur site internet de recettes se positionne sur des mots-clés comme bredele, bredel Noël, recettes de bredel, etc. Donc, un internaute qui va chercher une recette de petits gâteaux va arriver dessus. Quand on se met à la place finalement du commerçant qui propose son matériel pour faire des petits gâteaux, ben, quand il commence à regarder c'est quoi le besoin, ben, le besoin, je cherche des recettes. On voit qu'il y a, voilà, je cherche des recettes. Donc la meilleure réponse pour apporter par rapport à ce besoin, ben, c'est de proposer des recettes. Après, il y aura des requêtes qui seront peut-être un peu plus longues, un peu plus étoffées, sur du temps de cuisson, sur des recettes sans gluten, sur des choses comme ça. Un outil comme ça, comme SEMrush, va nous permettre d'identifier justement toutes ces recherches, toutes ces intentions de recherche, et d'essayer d'apporter la bonne réponse en face.
Donc on arrive, un autre élément justement sur la compréhension, la bonne compréhension du besoin, c'est de raisonner en parcours client. Mettez-vous à la place de votre cible et comment il va fonctionner. Et surtout, dites-vous qu'il va passer par plusieurs étapes. Donc il va passer par 5 étapes en général. Euh, dans son parcours et dans cette relation avec votre marque. Il va être déjà dans une phase de découverte où il va avoir un besoin qui commence à être révélé, du style je veux faire des petits gâteaux pour Noël. Donc il va commencer à réfléchir comment faire mes petits gâteaux pour Noël, etc. À partir d'un moment, il va avoir besoin aussi de matériel pour faire ses petits gâteaux pour Noël. Donc là, il va être dans une phase de considération, de se dire où est-ce que je pourrais acheter des emporte-pièces. Je cherche un emporte-pièce licorne. Où est-ce que je pourrais trouver un emporte-pièce licorne. Donc là, je dois aussi pouvoir lui apporter, être présent dans ce moment-là. Après, on arrive dans la phase d'achat où on a réussi à attirer l'internaute et à lui montrer que on avait des emporte-pièces licornes, qu'on était un acteur digne de confiance, on avait des avis qui étaient positifs, on a des messages de réassurance, etc., etc. Donc là, on le pousse à l'achat. Simplement, ce qui est intéressant dans le raisonnement en parcours client, c'est qu'on comprend aussi que la relation avec notre client, notre cible, ne s'arrête pas juste à l'acte d'achat. Il se passe des choses après, notamment dans du service. Bah, c'est très bien, hein, j'ai mon emporte-pièce licorne, mais maintenant, comment est-ce que je l'utilise concrètement? Alors, ça va être avec des emporte-pièces licornes, mais vous pouvez imaginer dans tout plein de services. Quand j'étais dans la banque, on avait mis en place toute une stratégie de contenu dans cette démarche d'utilisation des services, donc plutôt dans une démarche de SAV, de dire ok, j'arrive pas à me connecter à mes comptes, j'ai perdu mon mot de passe, je suis bloqué à l'étranger avec ma carte bancaire, elle ne passe plus, qu'est-ce que je fais? Là, on peut être dans une stratégie aussi de content marketing pour apporter des réponses très concrètes à ces problématiques-là. Et là, on est toujours dans des réponses à valeur ajoutée. Et le stade ultime dans cette relation avec le client, c'est d'arriver dans une étape de loyauté, de recommandation, où finalement le client, il est content, il est super satisfait de sa relation avec la marque, avec vous, et il va aller il va le dire autour de lui. Et vous en faites un ambassadeur. Et là-dedans, toujours dans une stratégie de content marketing, cet ambassadeur, il va aussi, vous êtes un restaurateur, vos clients passent un bon moment à table, hein, le décor est sympa, ils ont bien mangé, etc. Naturellement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre ça en photo et ils vont le partager sur Instagram. Ils ont été satisfaits d'un service que vous aviez proposé. Assez naturellement, ils vont aussi le dire, ils vont laisser un avis, par exemple, sur Google My Business ou sur des plateformes d'avis vérifiés. Ils vont aller partager tout ça. Et tout ça, en fait, c'est des contenus. Alors, il y a des contenus qui vont être réalisés, qui vont être faits par vous, et des contenus qui vont être partagés aussi par ceux qui vous connaissent, ceux qui ont utilisé ça. Donc, voilà, ce qui est super intéressant dans cette démarche de raisonner en parcours client, c'est que vous vous mettez à la place de votre utilisateur, de votre client, de votre cible. Et l'idée dans votre stratégie de contenu, c'est de lui apporter du contenu dans ces différentes étapes-là. Comment faire en sorte qu'il vous découvre, comment faire en sorte qu'il puisse, qu'il considère que vous êtes la meilleure réponse à sa problématique, à son besoin, ensuite qu'il achète, comment est-ce que vous l'accompagnez dans l'utilisation du service, et ensuite comment vous pouvez en faire un ambassadeur. Et là-dedans, vous avez différents leviers qui vont vous permettre de le faire. Donc on arrive justement sur quel contenu. Là, vous avez une matrice qui est un peu complexe comme ça à premier abord, mais on retrouve sur l'axe horizontal cette notion justement de parcours client, où à gauche, on a cette notion de notoriété, développer sa visibilité. Tout à droite, on a cette notion d'achat. Donc là, on est dans une perspective avant l'achat. Et après, on a un autre axe qui est sur du rationnel ou sur de l'émotionnel. Et en fonction de justement de ces différents axes, on va regarder le type de contenu qui va s'y prêter. Là-dedans, vous avez une multitude de contenus à votre main pour faire des choses. On parlait tout à l'heure avec Epopia d'articles de blog. On a vu avec notre plombier une vidéo tuto. On voit que généralement,
quels sont les contenus qui vont être les plus utilisés par les professionnels. Alors en B2C, ça va pas mal changer entre le B2B et le B2C. En B2C, les contenus les plus utilisés par les marques dans leur stratégie de contenu, ça va être des publications sur les médias sociaux. Ça va être d'alimenter sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, etc. Après, c'est pas parce que vous faites des publications sur les médias sociaux que vous faites du content marketing. N'oubliez pas toujours cette démarche d'être intéressé. Si vous faites que des publications qui sont centrées sur votre marque, où vous dites mon produit c'est le meilleur, avec mon produit vous pouvez faire ci, avec mon produit vous pouvez faire ça, vous n'êtes pas dans une démarche de content marketing où vous apportez une réponse à un besoin de votre cible. Donc là-dedans, essayez de partager des messages pédagogiques, informatifs, peut-être marrants aussi, de divertir votre cible, puisque quand votre audience elle ouvre son fil Facebook ou n'importe quel autre média social, c'est pas pour manger de la publicité. C'est pour s'informer, pour se divertir, pour se connecter à des gens. Deuxième contenu qui est beaucoup utilisé en B2C et en B2B, c'est la vidéo. Donc, ce qu'on a vu avec notre plombier, vous pouvez prendre la parole sur des sujets, partager sur votre chaîne YouTube, et puis même intégrer cette vidéo dans d'autres formats, comme des articles de blog. Autre support qui est pas mal utilisé en B2C, ça va être les illustrations, les photos. Dans un cas comme dans l'alimentaire avec nos bredouilles, c'est oui, on va inspirer, on va partager. L'importance de l'image va être, l'image va être très très importante justement dans le parcours. C'est très vrai aussi dans le tourisme par exemple, dans le bricolage aussi, parce que là on va chercher de l'inspiration. Après, vous avez des outils qui peuvent être aussi très intéressants, notamment en B2C, c'est des outils interactifs. Il y a un élément qui va être très très important quand vous êtes dans un projet immobilier, par exemple. Vous voulez acheter votre appartement ou votre maison. Souvent, c'est le premier achat que vous allez faire. Vous avez besoin d'être guidé. Comment ça fonctionne? Vous avez 15 000 questions et là, vous avez plein de contenus qui peuvent aider cette cible-là à répondre à ces questions. Vous avez aussi des outils qui peuvent l'aider, notamment, on est sur le cas du crédit immobilier. Vous avez besoin de comprendre comment ça fonctionne, combien ça va vous coûter, sur quelle mensualité, etc. Et là, vous avez un site comme meilleurtaux.com qui est devenu incontournable parce qu'il propose un outil de simulation qui est très très simple, où vous avez la main pour simuler tout seul comme un grand votre crédit immobilier. Et simplement, derrière, pour eux, c'est un outil d'acquisition puisque souvent, il va vous proposer à la fin de votre simulation de pouvoir avoir une offre personnalisée. Et donc, vous allez laisser vos coordonnées à Meilleur Taux, qui va pouvoir vous recontacter et vous mettre en relation avec un de leurs partenaires financiers, puisque Meilleur Taux est un courtier en prêt immobilier. Voilà. Après, en B2B, vous avez des formats un peu différents qui émergent, comme les études de cas ou les livres blancs. Là, on est vraiment sur des sujets où vous allez témoigner, vous allez partager votre expertise en montrant que vous maîtrisez bien le sujet. L'étude de cas, c'est on va prendre soit un témoignage client, voilà, j'étais avec tel client, il avait telle problématique, voilà ce qu'on a mis en place et voilà les résultats qu'on a obtenus. Ou alors vous allez être sur une étude sectorielle de dire voilà, dans tel domaine, c'est quoi les grands enjeux, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place justement pour répondre à ces grands enjeux. Vous, en livrant ces études de cas-là, ça vous permet de montrer que vous connaissez bien, vous mettez à la place de votre cible, vous comprenez bien son problème et vous avez des réponses à lui apporter. Donc voilà, sur les différentes typologies, vous pouvez les mixer, vous pouvez en faire. Il y a des choses qui sont très simples à mettre en œuvre, hein. Mettre en place un blog avec des réponses très pratiques, c'est assez simple et ça ne nécessite pas un investissement énorme. Après, ça ne veut pas dire que ça ne coûte rien et surtout, ça nécessite qu'il y ait un investissement qui est régulier et nécessite aussi certaines compétences rédactionnelles et surtout, pas juste d'écrire, mais d'écrire pour le web. Il faut que votre article il puisse être visible aussi pour l'internaute lorsqu'il vous cherche. Donc, il faut qu'il puisse être visible dans Google. Dernier point maintenant, sur la dernière question, c'est comment mesurer tout ça? On l'a vu, et l'objet de ce webinaire, il est de créer des contenus qui rapportent. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on va mesurer tout ça? Rappelez-vous, la première question qu'on se posait, c'est pourquoi est-ce que vous faites tout ça? C'est quoi votre objectif?
Et à partir du moment où vous fixez un objectif, c'est comme ça dans toutes vos stratégies, un objectif va s'accompagner d'un indicateur clé de performance. Donc derrière, comment est-ce que vous allez mesurer l'apport business? C'est vous allez reprendre vos objectifs et vous allez définir des indicateurs qui vont vous permettre de voir comment est-ce que vous allez atteindre vos objectifs. Donc, si votre objectif est de développer, par exemple, votre notoriété, vous allez regarder le nombre de mentions qu'il y a sur votre marque, sur Internet, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit sur des volumes de recherche, par exemple, sur Google. Si votre objectif il est de générer des leads, vous allez pouvoir mesurer très rapidement combien de contacts ont été générés, combien me coûte aussi un lead, combien j'ai investi dans du content marketing et combien ça m'a rapporté. Ça, c'est super intéressant. Cette notion-là, c'est de se dire, dans du marketing, c'est pas juste pour se faire plaisir. C'est pas juste un coût. Si c'est fait correctement, ça doit être un investissement et je sais que j'investis ça doit me rapporter combien. Et ça, vous pouvez et surtout vous devez le mesurer pour que derrière ce soit vraiment efficace, que ça vous apporte vraiment quelque chose. Après, si vous êtes dans une perspective beaucoup plus commerciale, vous allez pouvoir mesurer combien de chiffre d'affaires ça vous a généré. Est-ce que ça vous a permis, par exemple, de faire de l'upsell? Vous allez pouvoir mesurer aussi un impact sur un panier moyen, etc., etc. Et derrière, en fait, vous allez transposer tout ça, vos objectifs, vos indicateurs, par rapport au contenu que vous allez faire. Et derrière, vous pouvez avoir un contenu, son objectif, il est de vous accompagner à générer des leads. Vous allez pouvoir voir quel contenu m'apporte le plus de contacts commerciaux, euh, quelle qualité aussi du contact il va m'apporter, quel mot-clé me permet d'attirer du monde et de générer des ventes sur mon site internet. Voilà, c'est toutes des choses que vous allez pouvoir mesurer. Il y a des outils très basiques sur du nombre de contacts commerciaux. Vous pouvez le mesurer à la main. Vous avez aussi des outils qui vous permettent de pouvoir le comptabiliser. Vous avez notamment un outil gratuit incontournable, c'est Google Analytics en web. Vous allez pouvoir mesurer le trafic sur votre site internet. Vous pouvez paramétrer Google Analytics pour mesurer justement le nombre de contacts qui vont arriver. Vous pouvez mesurer aussi le nombre de ventes qui vont être générées et par canal d'acquisition. Donc voilà un outil. Autre outil gratuit, toujours là un outil Google, c'est la Search Console. La Search Console va vous permettre de mesurer les volumes de recherche, combien de fois vous apparaissez dans les recherches des internautes, combien de fois votre site internet apparaît dans les recherches des internautes, sur quels mots-clés, lesquels vont vous apporter le plus de valeur, etc. Donc voilà quelques outils, il en existe plein qui vont vous permettre de mesurer tout ça. Je vous recommande également aussi de pouvoir le faire avec un CRM, donc un outil qui va vous permettre de gérer toute votre relation client. Vous allez pouvoir mesurer par typologie de contenu, lequel va apporter le plus de retours. Donc voilà, rapidement, je ne veux pas rentrer, je peux difficilement rentrer dans le détail de tous les contenus, surtout sur une thématique aussi vaste que ça. Mais voilà, grosso modo, sur 5 points, comment est-ce que vous pouvez construire votre stratégie de content marketing. Et puis après, si vous avez des questions qui sont plus spécifiques, s'il y a des points sur lesquels vous avez des questions particulières, et si vous avez besoin ou envie d'échanger sur votre stratégie de contenu, voici mes coordonnées pour aller plus loin. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je suis aussi présent sur les médias sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn, si vous avez des questions ou si vous avez des projets de stratégie de content marketing ou plus globalement des enjeux marketing pour 2022. Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, pendant qu'on est encore en direct, Karim, est-ce que tu vois des Alors, il questions? n'y a pas eu de questions par écrit. Il y en a une qui vient d'arriver. Est-ce qu'au sein de Blueboat, vous proposez également de la rédaction de contenu en fonction de la stratégie de content? Complètement. Il n'y a pas de moule, en tout cas, il n'y a pas de contenu sur étagère. Un bon contenu, c'est un contenu qui va être adapté à l'objectif, qui va être adapté à la cible, qui va être aussi adapté au client et notamment au ton. On ne va pas parler de la même façon en B2B, en B2C, en fonction de la marque. Il y a des marques qui veulent être fun, il y a des marques qui veulent être plus sérieuses. Donc, on va devoir adapter tout ça. L'objectif, c'est que ça fonctionne, c'est que ça marche et qu'il y ait du résultat. Donc là-dedans, on va être dans une stratégie qui va être hyper
personnalisé où on va partir de vos objectifs, hein, et puis derrière, on va vous accompagner, on va vous aider à construire votre stratégie et de mettre en face les bons contenus qui vont répondre à votre stratégie. Ok, merci. Il y a une autre question. Pouvez-vous redonner le nom de l'outil pour optimiser la recherche? Alors, il y a plein d'outils. Je pense que ça doit être, on doit parler de Google Search Console. Donc, il y a un outil qui est Google. Vous devez paramétrer votre domaine du site Internet. Et derrière, ça va vous permettre de remonter plein d'informations sur la santé de votre site Internet, mais aussi sur comment est-ce que vous ressortez dans les résultats de Google. Il y a un autre outil qui là est payant et utilisé par les professionnels, c'est SEMrush. Alors, il y a plein d'outils de SEO, en tout cas nous c'est celui qu'on utilise. Il y a une version gratuite, vous êtes limité en nombre de requêtes, mais par contre ça vous donne déjà des informations sur quels mots-clés se positionner, quels sont les mots-clés intéressants qui sont utilisés par mes cibles. Merci. Il y a des remerciements. Pas d'autres questions? N'hésitez pas à poser vos questions, hein, par écrit. Non, a priori, pas d'autres questions. Alors moi, j'en ai peut-être une, Thibaut. Est-ce que euh, on parle de contenu, de marketing de contenu rédactionnel notamment. On a des entreprises qui sont pas forcément des experts de la rédaction, qui n'ont pas forcément de temps, énormément de temps à consacrer à ça. Est-ce qu'on a des astuces, des tips qu'on peut leur donner pour créer facilement, rapidement des bons contenus? Est-ce que voilà, éventuellement de manière gratuite, sans forcément passer par des agences, est-ce qu'on a des choses à donner ou voilà, ça peut être des accompagnements, des formations, des ressources en ligne. Est-ce que tu as des choses Il y à a plein de apporter choses, là-dessus? hein. Déjà, effectivement, il y a plein de ressources en ligne où vous pouvez trouver des outils, des aides pour si vous voulez vous lancer dans du marketing web. Il y a notamment si ça vous dit d'écrire des articles de blog parce que vous êtes passionné par votre métier. Je pense notamment à une commerçante avec qui j'ai échangé un jour où ça l'intéressait, mais elle savait pas trop comment faire. Elle était hyper spécialisée dans son domaine. Elle avait plein de choses à raconter. Et en fait, pourquoi ne pas le raconter à travers un blog? Parce qu'elle a la connaissance là-dessus, elle a une expertise. Simplement, elle ne savait pas par quel bout le prendre. Donc, il y a des ressources, notamment dans notre collectif de la Clique, il y a un article que vous trouvez sur notre blog sur comment rédiger pour le web. Vous avez quelques recommandations ou euh, comment dire, quelques idées et des recommandations pour vous aider à rédiger pour le web. Après, vous pouvez avoir, le plus important, je pense, c'est surtout de se lancer, de pas avoir peur. Il n'y a pas forcément, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'écrit, il y a plein d'autres formats. Il y a des gens qui lancent des podcasts parce qu'ils sont plus à l'aise à l'oral. Il y en a qui font des vidéos, des tutos vidéo. L'idée, c'est surtout, lancez-vous et puis après, vous allez améliorer le format. Mais vous pouvez commencer très très petit et puis derrière, l'appétit vient en mangeant, comme on dit. Il y a une question sur la qualité langagière est-elle importante? Qualité langagière. Je pense là. Je suis pas sûr de bien comprendre la question. En tout cas, la qualité du langage va être très très importante. On est quand même dans une perspective business. On est là, c'est l'image de votre marque, c'est l'image de votre entreprise. Donc là-dedans, il faut réussir à donner une bonne image. Après, on va aussi s'adresser à une audience. Donc les mots qu'on va utiliser vont être super importants. Et là, justement, j'insiste sur un point. Faites attention à ne pas jargonner, à ne pas utiliser de jargon. Moi, par exemple, dans ma présentation là, j'ai essayé d'éviter au maximum le jargon des marketeurs, d'utiliser des anglicismes, parce que finalement, votre cible, elle n'est pas spécialiste. C'est vous le spécialiste, votre cible, elle n'est pas spécialiste de votre métier. Donc, vous devez vous mettre à sa place et utiliser des termes que votre cible est capable de comprendre.
Et après, oui, forcément, si vous faites du rédactionnel et que vous faites beaucoup de fautes, ce sera dommageable, en tout cas, ben, pour vous déjà à titre personnel, sur votre personal branding, mais aussi par rapport à votre marque. Merci Thibaut. Alors, il y a d'autres questions. Est-ce qu'il est important de créer des liens entre les différents contenus, entre les textes et les vidéos, ou sur les supports, entre le site web et les réseaux sociaux? Complètement. C'est super important, c'est même fortement encouragé. Un contenu, c'est pas à usage unique. Vous faites un article sur votre blog et votre article, justement, vous devez le diffuser ensuite, vous devez le partager. Vous pouvez le partager comment? Vous pouvez, avec vos articles, alimenter une newsletter, peut-être mensuelle, trimestrielle, que vous allez envoyer à vos cibles, à vos prospects, à vos clients. Vous pouvez aussi diffuser vos articles sur vos médias sociaux. Vous pouvez partager sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Là où c'est malin aussi, c'est si vous faites de la vidéo, si vous faites un article de blog, utilisez les deux, mixez les deux, intégrez votre vidéo dans votre article. Comme ça permet, pour votre audience, il y a ceux qui ont envie de lire, il y a ceux qui préfèrent avoir un résumé en vidéo, donc vous vous adressez à deux modes de consommation différents, et surtout vous allez avoir un gros bénéfice, c'est que dans les résultats de recherche de Google, vous apparaîtrez à deux endroits. Vous apparaîtrez en résultat textuel et en résultat vidéo. Et même si vous avez une image en plus dans votre article qui est bien balisée, c'est-à-dire vous avez mis les bonnes informations dedans, vous expliquez bien à Google de quoi parle votre image, vous pouvez aussi apparaître dans Google Images. C'était le cas notamment, vous pouvez faire le test avec Epopia, activité enfance 7 ans, vous allez avoir dans Google Images Epopia qui va ressortir. Donc, croisez les différents contenus, réutilisez-les, partagez-les. Vous avez fait un article de blog, partagez-le une fois, mais 6 mois après, n'hésitez pas à le repartager, peut-être d'une autre façon, amener d'une autre manière. Reprenez peut-être un élément, si vous parlez d'éléments clés, faites une infographie, faites peut-être les 5 conseils pour faire ça. Et voilà, vous pouvez les réutiliser de différents formats, de différentes formes, de différentes façons. Je vais donner un petit exemple pratique là. Justement, l'exemple de ce webinaire ou de ces webinaires CCI. On a organisé un webinaire le 4 novembre dernier sur la digitalisation de la prospection commerciale. Peut-être certains d'entre vous y ont assisté. Et en fait, suite à ce webinaire, là, on est en train de préparer une synthèse sous forme de guide de la prospection commerciale. Donc ça sera un support écrit, hein, effectivement, sous format PDF qui sera téléchargé sur une page de web de la CCI contre, contre échange de l'adresse email parce qu'on voilà, Que tu es on intéressé quand estime que même. c'est un contenu à valeur ajoutée et qu'on voilà, qu'on met en accès. Donc voilà, c'est un exemple de quelque part de marketing de contenu. Voilà, on avait un format entrant, c'était de la vidéo, hein, du webinaire, et on en fait un format écrit. Et on va évidemment, on a nos replays qui sont disponibles, hein, mais voilà, vous voyez bien que ça dure une heure. Hein, vous n'avez pas forcément le temps de tout revisionner en une heure. Là, on vous propose une synthèse de ce qui a été dit, les principaux enseignements de ce webinaire. Donc là, je pense que c'est un des exemples de marketing de contenu. Voilà. Mais c'est un très bon exemple, surtout sur une cible B2B. Le webinar, c'est un de mes outils préférés. Pourquoi? Parce que finalement, souvent en plus, quand tu invites un expert, c'est l'expert qui va animer. C'est lui qui va amener le contenu, qui va amener la matière. Donc derrière, tu vas avoir cet événement en direct où déjà il y a un contenu avec un type d'engagement où on peut poser des questions, etc. Simplement, au-delà du webinar, derrière, tu vas avoir une vidéo que tu vas pouvoir mettre en replay, diffuser sur YouTube. Cette vidéo que tu as mise sur YouTube, tu peux l'intégrer dans un article de blog. Cet article de blog, tu peux reprendre une synthèse et on voit que à partir d'un même contenu, d'une même information de base qu'on va diffuser sur un webinar, en fait, on va l'utiliser de différentes façons et on va le prolonger. Et finalement, pour une marque qui voudrait se lancer dans du content marketing, le webinar est, en tout cas en B2B, peut être déjà une bonne première approche parce que finalement, la mécanique est assez simple à mettre en œuvre au démarrage.
Et puis derrière, quand elle est bien faite, elle peut apporter des contacts qui vont être très intéressés, puisque derrière, je vois pour la CCI, vous êtes inscrit à ce webinaire, donc il y a des contacts qui ont été générés pour la CCI. Et derrière, vous allez pouvoir générer d'autres types de contacts pour toutes les personnes, par exemple, qui n'ont pas pu suivre en direct, qui préfèrent plutôt en différé. Et puis après, pour toutes les personnes qui auront une problématique sur, je sais pas, comment organiser un webinar, ils vont taper ça sur Google. Et si vous avez la bonne ressource qui arrive en face, vous allez aussi les toucher à travers ça. Donc, une même information de base, finalement, les mêmes ingrédients de base, et vous allez faire plusieurs recettes. C'est là que c'est super intéressant. Et Ok, économique aussi. merci Thibaut. Alors, il y a une dernière question sur le PowerPoint. Est-ce qu'on peut le partager? Ça, c'est à toi de me dire. Bien sûr, puisque de toute façon, il sera, je le communiquerai à Karim, et de toute façon, il sera disponible sur la chaîne YouTube en replay. Donc, je le mets à disposition de Karim et qui pourra vous le transmettre. Ou sinon, contactez-moi et puis je peux vous le transmettre Oui, aussi on en peut faire comme direct. ça. Mm. Ok, bah écoutez, je vous propose de clôturer s'il n'y a plus de questions. Voilà, Merci. on a dépassé midi, hein, c'est c'est l'heure, c'est On a l'heure faim maintenant. d'aller s'alimenter. Merci Thibaut, hein, merci, et Merci à toi. puis merci à tous de votre participation. Et puis voilà, on a encore des webinaires le dernier, ça sera le 9 décembre sur la partie digitale, hein. On a toujours des webinaires CCI sur d'autres sujets. Mais le dernier, ça sera le 9 décembre. Voilà, je vous remercie. Vous serez informé, je pense, de la thématique. Et puis à bientôt. Merci encore Thibaut. Merci à toi, Karim. Passez de belles fêtes de fin d'année et puis à bientôt.